Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Cultiver son savoir. Aujourd'hui, dans le cadre de notre dernière émission, nous recevons M. Jerry Gagnon, directeur du Centre national intégré du manufacturier intelligent, plus communément appelé le CNIMI. Avec tous les bouleversements de notre société, notamment la pénurie de la main-d'œuvre, les entrepreneurs ont avantage à se retourner vers l'usine du futur. Mais à quoi ressemblera-t-elle? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants avec notre invité, M. Jerry Gagnon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Gagnon. Merci, bien heureux d'être avec vous. Oui, c'est d'autant plus que c'est un sujet qui est fort passionnant. C'est un sujet qui amène beaucoup de vie pour l'avenir, pour l'industrie. Dieu sait comment le domaine de l'industrie est en bouleversement présentement, le domaine manufacturier notamment. En transformation. Alors, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis je suis persuadé que nos téléspectateurs sont du même avis. Si on entre d'entrée de jeu, justement, qu'est-ce que sera l'usine du futur? On dit, mais c'est quoi le concept de l'usine du futur au départ? Qu'est-ce que c'est l'usine du futur? La chose qu'on doit retenir, c'est surtout le fait de l'interconnectivité entre les machines et les applications ou les logiciels. Comme vous savez, il y a eu 4 ères industrielles. Là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du 4.0. Là. Oui. La première qui était tout ce qui s'appelle la mécanisation. Après ça, la chaîne de montage. Éventuellement, le microprocesseur qui nous a amené la robotique. Puis d'ailleurs, c'est cette partie-là qui est souvent confondue avec le 4.0 parce que les robots, ça fait des années et des années que ça existe. Donc, à ce moment-ci, on parle vraiment de l'interconnectivité. Donc, maintenant, les robots qui se parlent ou qui parlent à des applications. Et ça met en jeu une foule de données qui permettent maintenant de prendre des décisions, de mieux associer des mouvements avec une synchronicité avec les besoins. Donc, tout ça, ça fait partie de l'usine du futur. Un autre aspect de l'usine du futur là, qu'on entend souvent, là, c'est tout l'aspect de l'usine sans lumière, là, où on a des robots qui sont capables de travailler complètement dans le noir. Là. Oui. Ça fait partie un petit peu là, de cette thématique-là où on veut de plus en plus essayer d'automatiser ce qui est automatisable grâce à la donnée, grâce à l'interconnectivité. Donc, le futur de l'usine, c'est une usine qui est un peu plus en temps réel. On dit souvent, par exemple, que les gestionnaires d'usines, par le passé, ils géraient leur business en regardant dans le rétroviseur parce qu'il n'y avait pas de données en temps réel. Aujourd'hui, étant donné qu'on a de l'interconnectivité, on est capable de prendre des décisions à partir de données qui sont en temps réel. Et donc, on est plus en prospective qu'en rétrospective. Donc, c'est vraiment un peu les nouveaux paradigmes de la construction. Ça change beaucoup les paradigmes, justement. Tout à fait. Énormément. Donc, on dit, à ce niveau-là, l'automatisation va en quelque sorte nous sauver un peu de notre pénurie de main-d'œuvre présentement. Bien, en partie oui et en partie non. Okay. La partie oui, c'est qu'il y a certains types de jobs qui devraient disparaître. En fait, on essaie surtout de faire disparaître, et puis ça a toujours été un vœu, là, quand c'est possible, de faire disparaître des jobs qui sont ou dangereuses, ou répétitives, ou elles sont sales. Donc, des jobs qui sont indésirables pour les travailleurs. Donc, on aura un petit peu moins de bras qui font ce type de job-là, mais on aura en contrepartie besoin de cerveaux qui, elles, vont devoir concevoir les algorithmes, concevoir les applications qui vont permettre d'automatiser ou de travailler avec une productivité accrue dans les usines. Donc, ça déplace une partie du problème, mais ça ne l'enlève pas complètement. Ce qui est surtout au bénéfice des entreprises, c'est d'avoir au moins certains types de jobs sans valeur ajoutée ou dangereuses qui vont disparaître au fil des années. Donc, il y a même des indices, d'ailleurs, qui existent et qui permettent d'identifier le risque que certains jobs disparaissent. Là. Donc, aujourd'hui, on est un peu capable de prédire certains types d'emplois qui sont beaucoup moins désirables ou trop dangereux et qui devraient être automatisés. Ah, ça, c'est intéressant aussi pour la main-d'œuvre. Donc, il y a un bénéfice ultime, là. Oui. Ça, c'est certain. Non, ça, c'est vraiment parfait. Mais dans tout ça, là, on dit les robots, on sait que maintenant, c'est les interfaces qui se parlent aussi, mais est-ce que c'est pour la main-d'œuvre, c'est un ennemi, le robot?
En fait, moi, je pense, de nature, je suis ingénieur industriel, donc j'aime l'industrie, j'aime les robots. Là. Donc, c'est pas des ennemis, au contraire, ils sont là pour faire des types de tâches. Répétitives, peut-être? Répétitives, puis qu'on veut pas faire de toute façon. Donc, les robots, ils sont là pour rester, à mon avis, et même ils vont augmenter en nombre, mais ils vont prendre des nouvelles caractéristiques. Et de plus en plus, on parle de cobots, un peu moins de robots. Oh. Les deux vont cohabiter, là, mais les cobots, c'est la contraction entre robot et collaboratif. On fait maintenant des cobots. Et ça change un peu le paradigme par rapport à tout ce qui s'appelle robotique. Mais automatisation également. Ceci dit, les robots ne vont pas disparaître, ils vont augmenter en nombre, encore une fois, pour éliminer les types de tâches que je vous ai déjà mentionnés. Mais la différence maintenant, c'est qu'on essaie de créer des environnements où les robots vont plus être l'ennemi de l'humain. En fait, le risque avec un robot, et c'est pour ça qu'on les met en cage ou on les sécurise, si vous voulez. Le risque avec les robots, c'est qu'ils vont très vite et ils sont très puissants. Donc, la cobotique, elle, approche l'automatisation d'une autre façon. Elle vise à mettre en interface physique l'humain avec le robot. Et donc, ça permet de faire un environnement sécuritaire avec un robot qui est capable de détecter son environnement au point où, lorsqu'il y a un contact avec l'humain, le robot arrête tout simplement. Oh. Ça ralentit un petit peu le processus. Hein? Un robot, quand on fait une chaîne de montage, puis je suis certain que vous avez déjà vu ça, là, une chaîne de fabrication dans le domaine de l'automobile, on voit souvent la valse des robots qui font des points de soudure, qui s'activent autour d'une carcasse. Et ça se fait à des vitesses qui sont vertigineuses. Dans le cas de la cobotique, on doit ralentir le robot parce qu'il y a la notion d'inertie qui fait en sorte qu'on ne veut pas que le robot frappe l'humain puis le blesse. Mais aujourd'hui, on est capable, avec des vitesses qui sont modérées, de ralentir le robot, mais toutefois de le faire collaborer avec l'humain. Et ça nous amène à d'autres dimensions. Ça nous permet de garder de l'automatisation pour certaines tâches, mais on n'est pas obligé de mettre en cage le fameux robot. Donc, ils ne vont pas disparaître, mais en plus, ils vont pouvoir sortir de leur environnement. On va pouvoir les faire bouger. Donc, on est capable de les mettre sur des plateformes mobiles et plutôt que les mettre en cage, puisqu'ils sont sécuritaires, on leur permet maintenant d'aller se promener dans l'usine. Et donc, le robot lui-même peut avoir une mission. Par exemple, on a un besoin d'avoir un brut pour fabriquer une pièce sur la machine 24. Le robot peut partir, aller au magasin chercher le brut, amener les outils jusqu'à la station 24 et permettre à l'opérateur d'éviter le transport qui est sans valeur ajoutée. En fait, c'est les transports qu'on élimine pour être plus productif parce que les 4 heures industrielles dont on a parlé, l'objectif, c'est tout le temps d'augmenter notre productivité. Là. Dans ce cas-ci, encore une fois, l'objectif de productivité, ça fait grâce à ces robots-là qui sont capables de faire des tâches sans valeur ajoutée, d'une façon sécuritaire, et maintenant se promener dans les usines. Donc, encore une fois, ça change un peu le portrait. Là. On revient sur la thématique de l'usine du futur. Bien, ça en est un bon exemple. Et le fait que le robot puisse se promener, il détecte l'humain également? Il détecte particulièrement l'humain. Là. C'est la même chose d'ailleurs avec les véhicules autonomes. Là. Présentement, on a mis une gamme de capteurs et il y en a de plus en plus performants qui mesurent l'environnement et qui sont capables d'identifier les risques avant qu'ils arrivent. Donc, au capteur, on associe un algorithme qui, lui, va pouvoir prédire les risques de collision. Il y a même des environnements maintenant qui sont dynamiques où on est capable de faire la combinaison entre des indicateurs pour l'humain et de la sensation du côté du robot. Et ça représenterait quoi, des indicateurs pour l'humain, par exemple? Par exemple, c'est des planchers qui vont changer de couleur en fonction de la trajectoire de l'humain par rapport au robot. Donc, si par exemple, on avance vers le robot, tranquillement, le plancher dans notre déplacement va passer du vert au jaune au rouge. Donc, quand on arrive au rouge, la ligne d'assemblage arrête parce que là, on est rentré dans la zone dangereuse si on fait fonctionner le robot trop vite. La première mesure de mitigation, ça sera de ralentir le robot. Quand on est dans le vert, le robot va pouvoir... Le cobo, je vous dis robot tantôt, mais c'est le cobo. Le cobo va fonctionner à pleine vitesse. Et quand on va tomber dans le jaune, bien, il va aller à la moitié de sa vitesse. Et quand on sera dans le rouge, bien, il va être vraiment en mode cobotique, beaucoup plus lent. Donc, on a maintenant et l'environnement et le robot qui sont capables de créer des espaces de productivité et de collaboration surtout. Là. C'est vraiment impressionnant. Vraiment. On sait que ça avance aussi d'année en année. Hein. Le progrès se fait vite là-dedans aussi, j'imagine, c'est comme le reste. Mais est-ce que nos entrepreneurs, eux, suivent ce progrès-là?
Bien, ça dépend de l'entrepreneur. En fait, puis ça, c'est un pan de discussion que j'aime beaucoup, là. Tout commence par la vision. Oui. Donc, les entrepreneurs qui sont visionnaires sont capables d'imaginer comment les outils peuvent être intégrés à leur organisation. En contrepartie, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à tomber rapidement dans le comment on va le faire, plutôt que de se poser la question pourquoi on le ferait. Donc, présentement, on est dans une ère où tout le monde parle de la transformation numérique, notamment le 4.0, en disant il faut y aller. En contrepartie, ça nécessite un exercice stratégique parce que l'objectif n'est pas de tout numériser, de ne pas tout interconnecter, mais d'interconnecter les choses qui ont le plus d'impact pour la stratégie de l'entreprise à la base et pour la productivité de l'organisation. Donc, c'est vraiment sur ces bases-là que les entrepreneurs qui ont de la vision arrivent à se démarquer. Ceux qui sont tout le temps dans la bébelle. Dans l'action, oui, c'est ça. Souvent, je m'excuse de l'expression, mais vraiment dans le dernier cri pour essayer d'avoir ce qui est le plus nouveau sans nécessairement l'arrimer à une stratégie, c'est un défi. Mais je dirais que depuis 2015-16, on en parle de plus en plus qu'il y a un sentiment d'urgence. Au début, là, dans les années 16-17, les gens ils disaient « OK, il y a un sentiment d'urgence, je ne suis pas trop sûr pourquoi ». Mais là les industriels, les manufacturiers, les plus allumés, les plus audacieux, ont compris qu'il y avait le numérique qui était maintenant disponible. Oui. Et ces gens-là ont commencé à se mettre en branle. Moi, je suis pas un optimiste, je suis assez réaliste et j'envoie des industriels sur une base hebdomadaire. Et les industriels sont en action. Maintenant, est-ce que tout le monde va réussir à passer la ligne d'arrivée? C'est pas certain. Il y a une question de vision, encore une fois. Puis nous, on essaie d'être aidant. Moi, quand j'en rencontre un industriel, ça fait partie de ma mission personnelle d'essayer de l'aider à s'aligner sur ces enjeux stratégiques et le numérique qui s'aligne avec ce stratégique-là. C'est donc une mission aussi de formation. Il y a la vision, mais il y a beaucoup de la formation, tout comme chez les employés. Ça vient de changer la perspective de formation? Bien, je peux vous dire que ça a été un tsunami de technologie qui est arrivé avec le 4.0. Donc, la notion de sensibilisation, s'approprier de ce que c'est le 4.0, puis il y a plusieurs technologies. On va parler, bien entendu, on a parlé de cobotique, d'automatisation, de numérique, de cybersécurité. Il y a une transformation même du modèle d'affaires. Donc, il y a une sensibilisation à faire. Et puis après ça, il faut s'approprier les outils, les capteurs, comment on les branche, comment on fait en sorte que ces capteurs-là donnent la donnée qui nous permet d'avoir des informations qui, par la suite, nous aident à prendre des décisions. On appelle ça de l'intelligence d'affaires, là. Donc, comment ces capteurs-là, de la machine en temps réel, être capable d'avoir de l'information qui nous permet de prendre des décisions. Du data, oui, exactement. Mais c'est ça, je ne faisais pas tellement la distinction entre la donnée et l'information, là. Mais la donnée, c'est brut. L'information, c'est contextualisé. Et à partir de l'information contextualisée, on cherche des événements significatifs qui nous permettent de déterminer des causalités. Il s'est passé ça à cause de ça. De l'information bien analysée nous permet de définir... Des corrélations, ce n'est pas suffisant, là, ça prend de la causalité. Par exemple, si on a une augmentation de la population d'une région, puis une augmentation des naissances, puis que cette année-là, il y a plus de cigognes, on peut dire, bien, plus de cigognes, plus d'enfants. Ça, il n'y a pas de causalité. Non. C'est juste des corrélations. Donc, la causalité nous permet d'aller un peu plus loin. Une fois qu'on a la causalité de fait, ça nous permet de maintenant faire du prédictif. Et le prédictif, ça nous amène ailleurs. Donc, non, encore une fois, c'est assez spécial. On revient sur la thématique de l'usine du futur encore. Hein? Vous voyez, là, c'est toutes ces technologies-là qui s'entremêlent. Donc, bien entendu, on est obligé de sensibiliser, de faire comprendre c'est quoi ces technologies-là, leur potentiel, et par la suite de donner des formations qui sont claires et qui permettent aux industriels et surtout aux équipes, parce que je vais parler de l'alignement stratégique un peu plus tôt en disant qu'il faut que les entrepreneurs comprennent le potentiel, qu'ils s'engagent, mais après ça, il faut que les équipes suivent, parce que là où la technologie flanche, c'est généralement où le transfert technologique est mal fait. Et le transfert technologique, c'est une des pierres d'assises d'une transformation numérique vers l'usine du futur qui est incontournable. Si le transfert est bien fait, les gens seront capables de s'approprier les interfaces, seront capables d'analyser de la donnée. Ça change un peu la façon avec laquelle les gens, on les forme.
Oui. D'avant, on les formait en leur donnant la façon de résoudre des problèmes. On aimait ça faire des sapeurs-pompiers. Il y a un problème, tu vas aller éteindre le feu oui. et puis après ça, tu vas être un bon employé si tu es capable de faire ça d'une façon vite et efficace. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'anticipation, donc ça te prend des gens qui sont capables de voir à travers les chiffres et les données le futur. Donc là, je disais un peu plus tôt, là, dans le passé, on regardait dans le rétroviseur pour gérer l'entreprise, donc on regardait les rapports de la veille pour pouvoir déterminer ce qui devrait se passer le lendemain. Donc, on regarde dans le rétroviseur pour essayer de prédire ce qui se passe en avant. Aujourd'hui, c'est le contraire. On essaie d'anticiper avec la donnée en temps réel. On essaie d'anticiper ce qui pourrait arriver et en fonction des scénarios, bien, justement, commencer à ajuster ses stratégies de production. Quand on parlait des cobots et des robots, l'usine du futur va être composée de beaucoup plus de cobots que de robots, j'imagine. Selon la nature de la fabrication. Okay. Si on revient à la notion de fabrication de masse, où on n'a pas besoin de beaucoup de variété, le robot est encore une option qui est très intéressante, à cause, encore une fois, de sa capacité à aller très vite et d'une façon précise à des actions puis des mouvements qui permettent de faire une fabrication efficace. En contrepartie, les paradigmes changent. Les individus veulent personnaliser leurs produits. Et de plus en plus, on vise cette agilité-là. Et pour être agile, ça nécessite, dans certains cas, d'avoir des stratégies où on utilise des robots qui ont une grande flexibilité. Les lignes de fabrication à toute vitesse, on met nos robots en cage, on les associe à une tâche répétitive qu'ils vont faire sans arrêt. Les cobots, ben là, l'intérêt du cobot, c'est de le déployer sur une tâche, mais de pouvoir aussi le redéployer si tout à coup le consommateur change d'intérêt par rapport aux produits qui sont fabriqués. Donc, une flexibilité. La flexibilité puis l'agilité de cette technologie-là fait en sorte que sa croissance devrait être beaucoup plus grande dans les prochaines années et puis on devrait avoir une proportion de cobots qui devrait être grandissante. En tout cas, pour les PME, c'est un outil qui est comme un canif suisse là, avec plusieurs lames là, qu'on est capable d'utiliser à toutes sortes d'occasions. Bien, c'est un peu ce que fait le cobot. Et là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le cobot, on fait juste lui changer la main. Dans certains cas, il est capable de polir. Dans certains cas, il est capable de visser. Dans certains cas, il est capable de prendre. Il est capable de faire toutes sortes de mouvements selon le type de poignet qu'on lui met. Dans certains cas, on lui met une caméra. Dans certains cas, on met des senseurs de tension. Donc, on est capable vraiment, avec ce petit couteau suisse, faire beaucoup plus de choses. Donc, la cobotique a beaucoup d'attrait présentement. Là, on le voit. Là. C'est une tendance qui est indéniable. Je me posais la question, qu'est-ce qui a amené justement ce changement-là vers l'usine du futur, vers le 4.0? Ça nous vient d'Europe ou c'est qu'on se rendait compte qu'au niveau manufacturier, il y avait des lacunes presque insurmontables ou qu'est-ce qui a amené... L'industrie a toujours tenté de devenir de plus en plus polyvalent, de plus en plus efficace. La productivité nous a fait passer à travers 4 ères. Le 4.0, c'est juste qu'à un certain moment donné, l'addition des technologies qui constituent le 4.0, puis j'y ai fait allusion un peu plus tôt, mais l'addition des technologies permettait de considérer qu'on avait vraiment une convergence des technologies numériques qui constitue un petit tsunami technologique pour qu'on déclare l'ère du 4.0. Donc, on est littéralement arrivé avec cette conjoncture-là pour qu'on puisse le déclarer. Mais dans les faits, c'est un processus qui n'arrête pas. La productivité et la recherche de productivité se fait tout le temps au gré de l'arrivée de nouvelles technologies. Et une de ces technologies majeures, c'est bien entendu le microprocesseur qui a amené les ordinateurs, puis après ça, les capteurs qui nous permettent d'avoir la donnée. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font en sorte que c'est arrivé ici. Donc, à un moment donné, on a juste dit que c'est arrivé, mais ça a toujours été là. C'est de l'amélioration continue, c'est de la productivité en continu qu'on fait. Et c'est mondial. Et c'est mondial. Il y a des tendances, souvent, ça part un peu plus vite, par exemple, de l'Europe. On va voir arriver de l'Europe souvent ces tendances-là. D'ailleurs, l'Allemagne a été celle qui a baptisé le 4.0 en 2011. Ah oui, OK. C'est littéralement, à un moment donné, l'Allemagne a dit on est à l'ère du 4.0. Et puis, nous, ça nous a pris un petit décalage, peut-être 5 ans, avant que ça rentre dans le conscient collectif que le 4.0 est arrivé. On le savait, les universitaires le savaient,
les gens qui suivaient l'actualité industrielle le savaient. Maintenant, le conscient collectif, pour moi, c'est les industriels qui commencent à se l'approprier. Et puis d'ailleurs, en 2018, il y a eu une mission, 2019, une mission organisée par le ministère de l'Économie à Hanovre, qui est la messe, la grande messe des foires industrielles. Et à cette messe-là, il y a eu un peu plus de 250 Québécois, pas Canadiens, Québécois, qui ont parti dans une délégation pour aller voir ce qu'était le 4.0 à l'invitation du ministère de l'Économie. Et ça a été la bougie d'allumage. Ça a été une des bougies d'allumage, mais surtout, ça a démontré à quel point le Québec n'était pas si était pas si en retard parce que le Kazakhstan avait un kiosque. Okay. Le Canada n'avait pas de kiosque. Le Québec avait un kiosque. Et on était la deuxième délégation, la deuxième plus grande délégation à la foire de Hanovre, qui est une foire où il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent à chaque année. Donc, on était vraiment... Donc, le Québec, je dirais, là, on a senti qu'il y avait un sentiment d'urgence et les industriels se mobilisent. On le voit là, de plus en plus. Rapidement. Ils agissent, ils font des choses. Et puis, le ministère aussi, les ministères font donnent des incitatifs pour aider les industriels à aller dans cette direction-là, que ce soit, par exemple, les diagnostics numériques, ce qu'on appelle l'audit numérique, qui aide les industriels à savoir où elle se trouve, où l'entreprise se trouve. Bien, ça aide, grosso modo, les entrepreneurs à prendre des bonnes décisions. On ne peut pas mesurer ce qu'on ne mesure pas. Quand on commence à se mesurer, bien, on sait à partir de où on est, où est-ce qu'on est rendu. Et là, après ça, on est capable, avec différents experts, d'avancer dans le 4.0. Mais ce type de foire-là, c'est aidant, c'est énormément aidant, mais est-ce qu'il est resté des contacts entre justement des manufacturiers d'Allemagne ou peu importe à travers le monde et des manufacturiers québécois à la suite de cette visite-là par la délégation du Québec? Bien, assurément que les industriels en eux vont créer des liens. Oui. Donc, les plus avant-gardistes qui participent à ces événements-là créent souvent des liens. Maintenant, les délégations du Québec sont tout le temps des endroits où on est capable d'aller découvrir le monde. Et ça nous laisse tout le temps des liens avec les différentes nations avec lesquelles on travaille. Mais déjà, les équipementiers du monde sont internationaux. Donc, on a déjà des relations un peu à travers le monde avec les gens qui sont dans ces domaines-là. Puis maintenant, le numérique fait partie de presque toutes les plateformes technologiques qui sont distribuées. Donc, moi, j'ai eu la chance d'y participer et puis on a eu des rencontres nombreuses avec les instituts Fraunhofer, qui est un équivalent du bras technique du gouvernement qui est le CRIC. Là. Oui. Et puis, on a facilement accès à ces Fraunhofer-là. Il y en a une douzaine dans le domaine industriel, au total environ une cinquantaine, qui sont plus intéressants. Et donc, oui, ça laisse des liens, ça laisse des endroits de référence où on est capable de retourner parce que c'est des lieux de connaissance où le partage se fait sur notamment les techniques et sur les procédés là, qui sont utilisés pour pouvoir adopter le numérique. Je nous ramène un peu sur justement la place de l'humain dans l'usine du futur, mais aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Je veux vous entendre à nouveau sur le concept d'intelligence artificielle et de la place de l'humain. Bien, en fait, l'humain ne sortira pas de l'équation pour encore plusieurs années. Là, il faut savoir que l'humain reste encore celui qui est le plus complexe pour être capable de prendre des décisions qui sont complexes. C'est plus qu'un cobot. Oui, plus qu'un cobot. Puis il y a des questions de sensibilité là, qui permettent aussi d'avoir des nuances dans les prises de décision. Mais il y a certains types de décisions qui sont de plus en plus faites par l'intelligence artificielle. Je vais parler un peu plus tôt là, de corrélation, causalité et puis aide à la décision. Oui. Il est possible d'aller jusqu'à la décision sans l'intervention humaine. D'ailleurs, ça fait partie de certains types de situations. Il y a même des applications. Là où l'intelligence artificielle est très, très bonne, c'est au niveau de l'imagerie. Et par exemple, dans des domaines comme dans le domaine de la médecine, la radiologie, il y a certains types de tumeurs qui sont détectés plus rapidement par l'intelligence artificielle, donc des algorithmes d'analyse d'images. Okay. Donc, pour identifier des précurseurs à certains types de maladies. Donc, des analyses qui sont mieux faites par l'intelligence artificielle que par l'humain, que par l'observation de radiographie. Donc, on peut... il y a certains domaines où on pense
que l'intelligence artificielle va être capable de prendre l'ensemble des décisions. En contrepartie, l'humain n'est pas prêt encore à céder l'ensemble des décisions. Et donc, l'intelligence artificielle devient un aide indispensable pour prendre des décisions où les probabilités de succès des issues vont être beaucoup plus grandes. Donc, on peut voir que dans le futur, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. L'humain, en contrepartie, ne va pas céder totalement sa place. Et puis, il y aura toujours la nécessité d'avoir ce type d'aide-là pour pouvoir prendre des décisions qui sont de plus en plus intéressantes. Puis, meilleur pour tout, l'environnement à la rigueur. Là. Oui, tout à fait. Puis, je sais qu'à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, sur le campus de Drummondville, ici même, il y a de la formation aussi là, qui se donne sur l'usine du futur. Et puis, je sais que ça va bon train. Il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs qui s'y sont inscrits, je crois. Oui, tout à fait. En fait, il y a un centre national qui a été créé sur le campus de l'UQTR à Drummondville qui vise le manufacturier intelligent. Et ce centre-là a pour objectif, dont on a parlé un peu plus tôt, là, de sensibiliser les industriels avec ce qu'est la transition numérique, leur donner les outils pour se l'approprier et puis également faire en sorte qu'ils soient capables de le mettre à bon escient pour leurs usines. Donc, on a différents types de formations, de mise à jour des compétences, parce qu'il n'y a pas juste les nouveaux qui arrivent, parce qu'on est une université, on produit des ingénieurs, on produit, dans le cadre du Centre national, également des techniciens en génie mécanique, mais on a également la nécessité d'avoir la mise à jour des compétences de notre force de travail. L'objectif, c'est de ne pas devenir désuet. Moi, je me suis posé cette question-là quand j'ai franchi la cinquantaine. Est-ce que je suis encore pertinent? La réponse, c'est oui. En pénurie de main-d'œuvre, maintenant, on est encore pertinent. Puis en plus, ces mises à jour de compétences-là qu'on offre au Centre national, bien, c'est des mises à jour de compétences qui permettent de garder les gens productifs. Puis franchement, c'est des technologies qui sont abordables. Hein. Depuis les années 90, plusieurs personnes ont des micro-ordinateurs. Les interfaces sont faciles. On n'est pas obligé de savoir tout programmer. Puis on va passer éventuellement à l'ère de l'automatisme. Même, moi, j'ai vécu la période DOS où les interfaces étaient difficiles, jusqu'à la période Windows où on avait des icônes. Bien, ça va être la même chose avec le numérique. De plus en plus, par exemple, pour un cobot, on ne programme pas un robot, on lui montre comment faire une tâche. On le prend par la main, on dit « fais ces mouvements-là », et il va répéter les mouvements qu'on lui dit de faire. Donc, on n'est plus obligé de savoir programmer. Donc, on passe presque à l'ère Windows de la robotique. C'est un autre monde. Passionnant. On aurait pu en discuter pendant 1 heure de plus et encore, mais félicitations également. Puis, merci beaucoup pour ces propos. Ça nous aide beaucoup à comprendre aussi ce qu'est l'usine du futur. Merci à vous. Je tiens également à remercier l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour sa collaboration. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres durant cette série d'émissions. Au plaisir de vous revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.